Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Stéphane, un petit garçon de 11 ans abattu accidentellement d'une balle dans la tête par un copain de son âge. La vie a cessé ce jour-là, la vie a basculé. À la limite, ce n'est pas au petit garçon que j'en veux, Oui. c'est les parents. Est-ce que malgré ça, vous en avez voulu au petit garçon, malgré vous? Ouais. Et aussi l'histoire de Janine. Son fils de 15 ans a été tué par un autre adolescent. Pour quelques euros, le jeune meurtrier s'était procuré une arme de guerre dans son école. Il a tiré à bout portant. Une première balle dans le dos de mon fils. Mon fils a eu la force de courir. Et en fait, il est tombé quelques mètres plus loin. Et son agresseur est venu au-dessus de lui et a tiré encore 2 balles. Nous vous raconterons aussi l'histoire de Virginie. Cette jeune femme de bonne famille est tombée éperdument amoureuse d'un voyou. Spécialiste de l'évasion, l'homme est aujourd'hui derrière les barreaux et sa belle attend sa sortie. C'est le côté mauvais garçon qui vous a attiré? Je pense que toutes les femmes sont un peu attirées par le côté mauvais garçon d'un homme. Mais donc la réponse est oui? Oui, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans Toute une histoire. Merci pour tous nos invités. Toute une histoire avec aujourd'hui l'histoire d'Annie. Stéphane, le fils d'Annie, il avait 11 ans lorsqu'un petit voisin du même âge lui a tiré dessus avec une arme trouvée dans son grenier. Les enfants jouaient, mais le pistolet n'était pas en plastique. Stéphane est mort avant même d'arriver à l'hôpital. Les chiffres sont difficiles à estimer, car beaucoup d'armes présentes dans les familles ne sont pas répertoriées. Néanmoins, on estime que 3 Français sur 10 seraient armés. Ça représente entre 10 et 30 millions d'armes dans ce pays, déclarées ou non. Des armes qui bien souvent dorment dans un coin de la maison, mais qui peuvent faire un carnage le jour où elles se retrouvent entre les mains d'un enfant, mais aussi entre les mains de leur propriétaire. Dans la panique, le coup part vite et le coup est souvent mortel. Nous parlons aujourd'hui des armes à feu à la maison, des risques que cela représente et surtout des précautions à prendre impérativement lorsque l'on possède une arme chez soi. Annie n'avait jamais touché la crosse d'un revolver de sa vie et pourtant elle a payé le prix fort. Voici son histoire. Quand je viens sur cette tombe, j'ai la colère, la haine, car ce n'est pas la place de mon fils, ce n'est pas ici que je devrais venir le voir. Il avait encore toute la vie devant lui. Et voilà où on l'a envoyé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut arrêter le massacre, quoi. Un jour d'octobre 1988, Stéphane, le fils d'Annie, était parti jouer chez un voisin. Dans le grenier du petit copain, ils ont trouvé une carabine. Stéphane a pris une balle en pleine tête. Il avait 11 ans. Ça s'est passé un dimanche. Stéphane, je lui ai proposé de venir avec nous promener le chien. Il n'a jamais voulu. Donc, il est resté. Il devait aller jouer chez son petit copain. Donc, lorsque nous sommes rentrés de la promenade, nous avons vu des ambulances devant la maison. C'est le copain, âgé de 11 ans, lui aussi, qui tenait la carabine quand le coup est parti. L'arme appartenait au père du petit tireur. Quelque temps auparavant, celui-ci avait expliqué à son fils le maniement d'un fusil. C'était un gentil garçon, il ne montait à personne. Et puis le vide que ça laissait un vide énorme. Nous, on n'a jamais eu d'arme à feu chez nous. On n'a jamais rien eu. C'est de la faute à qui? La question est toujours en suspens, la faute à qui? Enfin, le jeune garçon avait certainement voulu vous montrer comment il tirait à mon fils, et puis le problème est venu de là, quoi. Mais moi, je trouve que c'est inexcusable d'avoir laissé des balles à portée d'une arme, sachant qu'il y a des enfants, des petits-enfants dans la... Parce que 10-11 ans, c'est pas des adultes, hein, ils comprennent pas le fait de jouer avec des armes à feu. La justice n'a pas poursuivi l'auteur du coup de feu, trop jeune au moment des faits. Mais son père, propriétaire de l'arme, a été condamné pour imprudence et négligence. Ils ont bousillé nos vies et ils ont tout... Ils nous ont un petit peu tués aussi, quoi. Voilà. Ah non, moi, jamais je pardonnerai. Jusqu'à ma mort, jamais je pardonnerai. Jamais. Et s'il avait enlevé cette arme, eh ben, Stéphane serait avec nous. Quand tu penses que leur fils, il a le même âge, ouais. Tu te dis pas, des fois je me dis, tiens, 30 ans, comment il serait le gosse? Je serais comme un gosse de 30 ans, sortirait en boîte, il aurait des copines. Mais ça, on peut pas savoir, on pourra jamais le savoir. La vie nous a pas laissé le temps de le voir.
La vie a cessé le jour-là, quoi. La vie a basculé. C'est vrai qu'il n'y a pas que nous, il y en a plein comme ça. C'est pour ça que les armes, il faudrait faire quelque chose. Bonjour Annie. Bonjour. Vous le saviez que c'était des voisins ou des amis? C'est des voisins. Pas des amis? Pas des amis, Vous ne les connaissiez non. pas très bien? Non, ça faisait 3 mois qu'on venait d'acheter notre maison. Vous saviez qu'ils avaient une arme à feu? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que vous auriez pensé à demander à cette famille, à des voisins, à des gens qui s'occupent de votre fils s'ils ont une arme à feu? C'est pas une question facile à poser, ça, hein? Non, parce que je ne peux pas croire qu'il peut y avoir des armes dans les maisons. Donc je vois vraiment pas pourquoi j'aurais demandé s'ils avaient une arme ou quoi. Non. Ça, vous l'avez appris après? Je l'ai appris après, oui. Alors, est-ce qu'il faut demander, quand on a son fils ou sa fille qui joue avec des enfants, si leurs parents ont une arme à feu? C'est une question qui est difficile à poser. Qu'est-ce que vous y répondez, Janine, vous? C'est pas facile en fait de poser la question, tout simplement. Il y a des parce chasseurs que- en plus, il y a des grandes familles de oui, chasseurs. parce qu'il y a des. Moi, j'habitais à la campagne, donc il y a beaucoup de chasseurs. Donc oui, il y a sûrement des gens qui ont une arme pour aller à la chasse, mais une arme pour tuer. En même temps, dans leur esprit, c'est pas pour tuer une arme, c'est pour aller à la chasse. Donc tuer des animaux, mais pas tuer un être humain. Ça, ce sont les armes de chasse. Il y a les autres qui sont des armes de défense, Oui. qui sont parfois après des armes de contre-attaque ou des armes qui causent des accidents. Vous avez perdu votre fils, vous aussi, madame, à l'âge de 16 ans, tué mortellement, blessé mortellement par une arme à feu. Ce n'était pas un accident? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un ancien copain de mon fils qui a décidé de se suicider, mais il ne voulait pas partir tout seul. Quel âge avait-il, ce garçon? Il avait pratiquement le même âge que le mien. Et parce qu'il était fragile psychologiquement, donc le gamin qui a tué mon fils, il a décidé de tuer le mien en même temps. Par dépit d'amitié? Oui, parce que en fait, c'était des anciens copains et Ils s'étaient séparés? Enfin, ils étaient plus, voilà, ils avaient une petite querelle. Et à cet âge-là, ça peut prendre un drame. Ça voilà, peut prendre et en fait, ça a pris, c'est devenir devenu un un drame, quoi. C'est devenu un drame. Ce garçon a donc tiré sur votre fils. Votre fils en est mort. Avec quelle arme? Il a tiré sur mon fils avec une arme de guerre, l'arme que les Allemands avaient, un Mugger. Et comment il se l'était procuré, ce garçon de 16 ans? Il se l'est procuré à l'école, moyennant une somme de... Il a acheté à un copain. En fait, l'arme était au grand-père du copain et il a acheté moyennant la somme de 500 francs de l'époque et 10 jeux de... Je ne sais pas si à l'époque c'était des PS2 ou de je ne sais pas quoi. De jeux pour les consoles Voilà. vidéo. On verra s'il faut faire un lien aussi avec tous ces jeux vidéo extrêmement violents où quand on tire, la personne tombe de l'autre côté, se relève immédiatement dans la vie. On ne se relève pas, évidemment. Je vous présente également Pierre, qui est notre invité, qui vient faire un peu son examen de conscience et comprendre pourquoi lui aussi, il a eu une arme à la maison. Vous avez eu quoi? Une arme de défense? Une arme de poing. Comment vous êtes procuré cette arme-là? Avec autorisation ou... Non, sans autorisation. C'est facile de se procurer une arme? Je dirais que c'est relativement facile. Dans les cités, il y en a plein. Pour quel prix vous vous êtes procuré un revolver, vous? Entre 1000 et 1500 euros. Je présente également Jean-Marc Bailleul, qui est notre invité. Bonjour Monsieur Bailleul, vous êtes secrétaire général du SNOP, le syndicat national des officiers de police. Vous nous expliquerez comment sécuriser une arme à feu à la maison. Vous posez également des questions sur tous les policiers qui sont tenus par la loi à rapporter leur arme de service le soir à la maison. Ils n'ont pas le droit de la laisser au commissariat, ça aussi, ça peut provoquer des accidents. Et puis, à vos côtés, également un autre invité qui a créé l'association Cessez-le-Feu. Lui aussi a connu le drame des armes à feu. Comment vous avez découvert le drame qui est arrivé à votre fils, vous, Annie? On revenait de notre promenade quand on a entendu les ambulances, vu les ambulances. Mais moi, je n'ai vraiment pensé, je me suis dit peut-être que quelqu'un s'est cassé la jambe ou quoi. Et lorsqu'on est arrivé, j'ai appelé mon fils, Stéphane. Ne le voyant pas, je suis allée dans la cour, je l'ai appelé. En fait, la police est venue nous dire, donc on est allé à côté. Et là, on a vu que c'était vraiment quelque chose de très, très grave, puisqu'on ne m'a pas laissé rentrer dans la chambre. Et voilà, ça nous est tombé dessus, comme ça. Vous avez pu parler avec les parents du petit garçon qui avait tiré sur votre fils? En fait, non. Ça a été fini. Après, je n'ai plus voulu lui adresser la parole. Vous parlez du garçon ou de vos voisins? Non, des voisins. Des voisins. Mais le petit garçon qui a tiré sur mon fils aussi, c'est pareil. Bon, je n'ai plus voulu leur adresser la parole. C'était un jeune garçon, on dit. C'était un jeune garçon. Mais à la limite, ce n'est pas au petit garçon que j'en veux. Oui. C'est les parents. On parle des précautions aussi aujourd'hui. Le fusil était avec les munitions au même endroit, d'après ce que vous savez? Absolument. Le fusil était posé sur un buffet
un chiffon, le cachet et les cartouches, 40 ou 50 cartouches à côté. À portée de main, tout ça. À portée de main, Pourquoi, à portée de main. pourquoi les parents de ce garçon possédaient une arme, à votre avis? Je ne sais pas. Ils s'en sont expliqués au procès? Alors, ils ont dit que cette arme était dans le grenier, normalement enfermée, mais que ce jour-là, ils déménageaient la pièce. Donc, ils l'ont laissée comme ça. Ils avaient une autorisation? C'était une arme qui est autorisée? Non, il n'y avait pas d'autorisation. Comment il s'est été procuré? Je ne sais pas. Monsieur Bayeul, qui est policier, un revolver, un pistolet, c'est très difficile de se les procurer officiellement, je veux dire. Hein. Bah oui, c'est difficile, parce que c'est des armes qui ne peuvent pas se donner dans n'importe quelle condition. Donc, dans le marché de seconde main, dans les banlieues, comme on le dit, bon, on ne peut pas non plus la trouver à chaque coin de rue. Il faut aussi rassurer les gens. Il y en a de vendus, notamment qui viennent des pays de l'Est. Certains réseaux ont été démantelés, mais heureusement qu'on On parle peut pas notamment trouver. des Glock. Beaucoup. Oui, bah, notamment, mais vous avez aussi des armes de poing assez classiques, comme le 357 Magnum. Oula, c'est gros ça. Qui a été vu dans une affaire très récente en banlieue parisienne, où des gens qui se faisaient agresser ont réussi à prendre l'arme d'un des malfaiteurs, et c'était un 357 Magnum. Alors, quelles sont les conditions pour avoir une arme chez soi, avoir plus de 21 ans, avoir un permis de tir homologué, faire une demande d'autorisation à la police, qui dit oui ou qui dit non, selon des critères très précis? Il faut que ce soit motivé, il faut que la personne vraiment soit en danger et que ce soit avéré. Présenter un certificat médical, c'est quand même la moindre des choses. Et détenir un coffre-fort, ça c'est un point important. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser l'arme traîner. Alors ça, c'est fondamental par rapport à ce qui est arrivé à l'enfant de madame. Effectivement, une des conséquences, une des directives à prendre, c'est de séparer les munitions de l'arme, ça paraît évident, et le coffre-fort, ça devrait être une condition même à exiger, même pour les chasseurs, parce qu'il n'y a pas de raison que ces armes-là soient à portée de tout le monde. Non, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 300 morts l'an passé à cause des armes à feu, ce qui est évidemment 300 gâchis. Les parents du copain, au moment où ils se sont expliqués ce qu'il y a eu procès. Il y a eu un procès, mais seulement quand le procès a eu lieu, ce père a été relaxé. Aucune condamnation, aucune charge n'a été retenue contre lui? Aucune condamnation, rien du tout, il a été relaxé. Alors je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous met encore plus la colère. Non seulement on vous tue votre enfant, et en plus il est relaxé. Laetitia est la sœur de Stéphane, ce jeune garçon qui a donc été assassiné par un garçon de 11 ans et demi. Bonjour Laetitia. Bienvenue, mademoiselle. Vous aviez 5 ans le jour de l'accident, vous en avez un souvenir? Oui, j'ai un souvenir. Je vois exactement des images. Le jour où on est rentré de la promenade, comme disait maman, les ambulances, les pompiers, c'est des images fortes. Et mes parents qui cherchent mon frère partout, sans réponse. Après ce jour-là, vous dites que votre enfance n'a jamais été pareille, qu'on vous a même volé une partie de votre enfance. Forcément volé, puisque depuis l'accident jusqu'à peu près mes 12 ans, je pense que je fais un blocage psychologique et j'ai tout oublié, je me rappelle de rien, j'ai aucun souvenir d'enfance que quelqu'un de normal pourrait avoir. J'ai même demandé à mes parents s'il n'était pas adopté, parce que tellement je me souvenais de rien. Le petit avait 11 ans à l'époque, 2 ans après vous avez une autre enfant, Stéphanie, oui. Le garçon s'appelait Stéphane, vous l'appelez Stéphanie, vous avez une autre fille derrière, un autre garçon, Jonathan. Est-ce que vous parvenez à les élever sereinement après ce qui vous est arrivé, ou est-ce que vous avez cette crainte des armes à feu sans arrêt? J'ai quand même toujours cette crainte, effectivement. Mais je me suis dit, mon gamin, Stéphane, je l'interdisais d'aller faire du vélo pour pas qu'il se fasse renverser. Je faisais attention à tout, et que là, il a passé un grillage pour aller jouer à côté, que je ne pensais jamais qu'il arriverait quelque chose. Alors je vais dire que les enfants, maintenant, je leur laisse un peu plus de liberté. Janine, est-ce que vous parvenez à ne pas être constamment inquiète pour vos autres enfants depuis que votre fils de 16 ans a été assassiné? Au début, on surprotège les enfants. Ouais, on ne veut plus qu'ils fassent rien. On les étouffe. Moi, j'en ai... Julien, c'était l'aîné. J'avais 2 autres enfants. J'ai toujours 2 autres enfants. Et je les ai surprotégés. Je leur ai pourri la vie, quoi. Parce que j'avais tellement peur qu'il arrive autre chose. Vous en parlez autour de vous avec les parents? En fait, je ne parle pas beaucoup de ce qui m'est arrivé. Et c'est très difficile d'en parler parce qu'il faut toujours se justifier quand on nous tue un enfant. Les gens ont toujours le sentiment, en fait, qu'il n'est pas mort pour rien. Et donc, surtout il y avait une raison. Voilà. Et comme si vous étiez un peu responsable, voire coupable. C'est très difficile, en fait, par rapport à ça, d'expliquer aux gens qu'il faut faire attention, que ça peut être aussi un acte gratuit. En l'occurrence, ça l'était. Celui qui a tiré a été condamné à 10 ans.
Vous avez fait appel, vous, après le premier procès. J'ai fait appel. Les parents ont été condamnés. Le père, 4 mois avec sursis. Pour quel motif a-t-il été condamné? Il a été condamné parce qu'il aurait dû cacher son arme, il aurait dû enlever les balles. Imprudence. Absolument. Mais qu'est-ce que c'est que 4 mois Avec pour sursis. la vie d'un enfant? Non, c'est rien. Ça veut dire aussi que c'est pas reconnu par la loi, en tout cas dans le cas d'espèce, comme étant quelque chose d'aussi dangereux. Tous les ans, ce sont 300 personnes qui meurent par arme à feu. Regardez. Quand je suis rentrée, ça m'a paru bizarre déjà parce qu'il n'y avait pas de musique et Megan, il y avait toujours sa musique à fond. Donc je suis montée. Enfin, la porte était entrouverte, j'ai vu le bout de ses jambes. Donc j'ai ouvert la porte et j'ai vu mon fils par terre, allongé. C'est les gendarmes qui m'ont dit que le fusil était sous son lit et qu'il tenait encore dans sa main. Megan se sentait harcelée au lycée. Dans un moment de désespoir, il n'a eu aucun mal à trouver une arme chez ses parents qui en possédaient 3. Comme lui, des centaines de jeunes meurent chaque année, volontairement ou par accident, à cause d'une arme à feu trouvée à la maison. Vous seriez stupéfaite d'imaginer le nombre d'affaires que j'ai eu à traiter depuis que j'exerce, où on a tué avec une arme qui était sur le haut du placard, à croire même que c'est devenu l'endroit naturel où une arme doit se retrouver. Jérôme, 10 ans, a été grièvement blessé parce qu'il essayait avec ses amis d'attraper des poissons à coups de carabine. Guillaume aurait sorti une arme de son cartable pour épater ses camarades. L'adolescent avait trouvé l'arme dans l'appartement de son grand-père. Elle fait suite à la mort accidentelle d'un jeune collégien de 15 ans. Le collégien a obtenu les munitions d'un autre camarade. Julien est tombé foudroyé d'une balle en plein cœur. En France, on estime qu'une personne sur 3 détient une arme à feu à son domicile. Il y a beaucoup d'armes en circulation, de par la pratique notamment de la chasse sur le territoire national, par l'histoire de la France, où il y a eu beaucoup d'armes de guerre qui sont restées dans les familles et qui n'ont pas forcément été déclarées. Et puis il y a toutes les armes à air comprimé, les tireurs sportifs, et puis les policiers, bien entendu. Mon fils et une de ses amies étaient dans le bois, derrière le grillage, quand le voisin qui habite en face est sorti et les a menacés avec un fusil. Sentant que le monsieur s'énervait et avait une arme à la main, ils ont fait demi-tour et couru dans le bois. Un coup de feu, un cri, et puis il y a eu un mort. C'était notre fils. Plus on limitera la possibilité aux citoyens d'avoir des armes chez eux, plus on assurera leur sécurité de façon plus importante. Voilà, les armes devraient être détenues que par des professionnels. Si cet homme n'avait pas eu accès à une arme quelconque, Marc serait là aujourd'hui, c'est évident. Votre fils avait 20 ans à l'époque, monsieur. Tout à fait. Il a été tué par un voisin, pourquoi? Parce qu'il faisait trop de bruit, enfin je veux dire, de ce genre de raison. C'était à Reveil-Malmaison, un coin très tranquille, dans une zone pavillonnaire, le long du bois 5 Cuffat. Et ayant pénétré le bois vers 10h30 le soir, et pour ressortir, ils se sont perdus et devaient passer un grillage. Pour passer le grillage et arriver dans une rue, non pas chez un voisin. Ce monsieur était en face. Ouais, enfin, quand bien même, on ne tire pas sur un gamin, quoi. Enfin, de toute façon, mais en plus. Ce monsieur les avait vus rentrer dans le bois et on l'a su au procès, il disait « je les attends ». Il était sous? Du tout. Il était fou? Il n'était pas fou, surtout pas. Non, du tout. Pourquoi il a tiré? On lui avait volé sa Mercedes une semaine avant. Eh bien, il les attend. Vous avez créé cette association qui s'appelle Cessez le feu. Depuis, vous parlez beaucoup de parents qui ont été victimes comme vous, comme Janine, comme Annie, d'armes à feu, directement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience plus aujourd'hui encore qu'hier? Parce que moi, j'entends beaucoup de familles, même là, qui nous regardent aujourd'hui, dire « mais mon grand-père était chasseur ». Mon père était chasseur, je suis chasseur, il n'y a jamais eu d'accident dans la famille. Alors, tant que les gens n'ont pas été concernés de près ou de loin par un événement d'arme à feu, on ne sait pas, on ne connaît pas. Vous pensez, Janine, que votre fils aurait été tué s'il n'avait pas eu cette arme à la maison? Non, il n'aurait jamais été tué. Vous pensez que l'arme a fait le crime? Oui. Les parents ont fait le crime et l'arme a fait le reste. C'est le papa qui jouait avec son fils, qui s'entraînait avec son fils, avec cette arme que son fils lui-même s'était procurée. Ça veut dire que le fils se procure cette arme à l'école, on ne sait pas trop comment, il la ramène à la maison, son père la découvre, et là c'est quoi? C'est le fantasme du cow-boy, à votre avis? Pour une part, oui. On dit qu'il y a 43% de chance, ou de risque, de tuer une personne de sa famille en ayant une arme à la maison. 43% de risque?
Le soir, chez vous, vous entendez un gratouillement à la porte, vous avez peur, vous avez bien sûr une arme. Mais 43% de risque, ça veut dire que presque une personne sur deux va tirer sur quelqu'un de sa famille? Il y a le risque de le faire, oui, avec des cas réels prouvés. Vous tirez à travers la porte parce que vous avez entendu un gratouillement, et le gratouillement, c'est votre fils qui est derrière la porte. Attention aux armes de défense. Le jour du drame, attention, monsieur, de là aussi je peux, vous parlez d'armes de défense, il faut parler des armes. Le mot défense permet de rentrer déjà dans les catégories d'armes, et la réglementation des armes à feu par les catégories, c'est infernal. Le jour du drame, cet adolescent est arrivé chez vous, il s'est retrouvé face à votre fille qui avait quel âge à l'époque? À l'époque, elle avait 13 ans. 13 ans 13 ans, elle avait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il venait pour tuer mon fils. C'est sa photo que vous portez autour du cou? Il lui a dit qu'il venait pour tuer son frère et pour brûler notre maison. Pourquoi? Sa maman, en fait, ses parents venaient de se séparer et je pense qu'il se sentait complètement abandonné. Et en fait, Julien était l'image de tout ce que lui n'était pas. C'est-à-dire qu'il était aimé par ses parents, on s'aimait tous, on était une vraie famille. Et en fait, l'assassin de mon fils n'avait pas ça. Donc ce gamin jaloux, et puis dans un moment de folie, donc vient dans une idée très précise. Il est armé à ce moment-là? Oui. Comment vous le savez? En fait, quand il est rentré dans la maison, il a demandé donc à ma fille où était son frère. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire du petit d'Alexandre, donc du dernier. Et mon fils était parti lui faire une surprise. Il lui avait acheté un cadeau. Il était allé le chercher à l'école. Votre fille lui a dit? Et ma fille lui a dit. Il est sur le chemin de l'école? Il est sur le chemin de l'école. Il est parti chercher Alexandre. Et au moment où il ressort de la maison, ma fille a eu tellement peur qu'elle est allée voir en fait s'il partait. Et elle a vu qu'il sortait il manipulait quelque chose dans sa poche. Et aux gendarmes, moi je l'ai su après parce qu'elle ne nous l'a pas dit de suite, elle a dit aux gendarmes, on aurait dit une arme. Elle vous a appelé? Oui. Tout de suite? Tout de suite. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle hurlait et elle disait, maman, il va tuer Julien, il faut revenir, il était fou. Vous étiez où, madame? J'étais sur mon lieu de travail. Votre mari? On travaillait ensemble. Donc mon mari a décidé en fait de quitter le lieu de travail. Donc vous l'avez prise au sérieux? Bien sûr, tout à fait. Et d'aller sur les traces de ce gamin qui courait après votre fils? D'aller sur les traces de Julien en fait, de notre fils, parce qu'on voulait le trouver et le prévenir qu'en fait il fallait qu'il fasse attention. Alors malheureusement, cet adolescent avait déjà retrouvé votre fils sur le chemin de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a entraîné mon fils dans une petite impasse. Et à ce moment-là, il a sorti l'arme et il a tiré à bout portant. Donc il a tiré une première arme dans le dos de mon fils. Première balle? Une première balle dans le dos de mon fils. Mon fils a eu la force de courir et en fait, il est tombé quelques mètres plus loin et son agresseur est venu au-dessus de lui et a tiré encore 2 balles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce garçon avait dit je vais tuer votre fils et je vais me suicider. À la base, il voulait se suicider, d'après ses dires. C'est ce qu'il disait. Sauf qu'il s'est enfui très vite au moment où il a tiré. Et il a eu un accrochage en repartant avec un camion. Avec sa moto? Avec sa moto. Et il a grillé un feu rouge et en fait, il s'est fait renverser par un camion. Et en le montant dans le camion de pompiers, l'arme est tombée par terre. Et donc, les gendarmes ont fait le rapprochement entre le gamin qui venait de tirer et le gamin qui était par terre, qui était le mien. Il avait quel âge? Il avait, alors c'est important, il avait 15 ans et 11 mois. C'est plus important que 16? Oui, parce qu'en fait, il était mineur pénalement. C'est-à-dire qu'il n'était pas... on ne pouvait pas le condamner à 30 ans, à la peine maximum. En fait, il pouvait... Je m'excuse, je suis un peu... Il pouvait en fait avoir 15 ans de prison pour ce qu'il venait de faire, puisqu'il a été mis en examen pour assassinat avec préméditation, donc c'est le plus grave en fait. Qu'est-ce qu'il a dit au procès pour s'expliquer de ce qu'il avait fait? Il a été condamné à 10 ans de prison. Hein. Oui, ce qui est très lourd pour un mineur. Il avait quand même des... Je ne veux pas excuser son geste, hein. Attention, je lui en veux, c'est clair, c'est un assassin. Il avait des circonstances atténuantes, dans le sens où quand on manque d'amour, peut-être qu'on peut expliquer certaines choses. Comment s'est-il expliqué au procès? Qu'est-ce qui... En fait, au départ, à la base, il a cherché des tas d'excuses. Il a essayé de justifier son geste
Alors d'abord, il a inventé une histoire de raquette, après il a inventé une histoire de trafic de drogue. Enfin, je veux dire, on est passé par toutes les couleurs et en fait, il n'arrivait pas à justifier ce qu'il disait. Donc, au bout d'un moment, il a bien été obligé de dire que oui, il avait tué pour rien, quoi, pour une petite querelle qu'ils avaient eue et puis que ça faisait... Non, à aucun moment il a regretté. Moi, j'aurais aimé que le jour du procès, il se tourne vers nous et qu'il nous dise je m'excuse. Mais même les parents, j'aurais aimé. Ils ne l'ont pas fait non plus? Non, jamais, jamais. Et le fils, le père qui laissait son fils, qui jouait avec son fils avec cette arme de guerre, c'est un pistolet, mais c'est une arme de guerre quand même en l'occurrence. Est-ce qu'il a été inquiété? Est-ce que vous avez porté plainte contre lui? Alors, c'est pas moi qui ai porté plainte contre lui. Apparemment, c'est l'État, puisqu'il a été mis en examen pour détention d'armes prohibées, sans autorisation, détention de munitions également. Et j'ai pas eu les suites du procès, mais ils ont été condamnés. Je sais qu'ils ont été condamnés, la maman et le papa. On retrouve nos invités d'ici quelques courts instants. Regardez juste ce message de la rédaction, il vous concerne peut-être. Vous avez été violé, vous avez échappé à un viol, vous avez commis un viol et vous vous êtes fait soigner. Votre enfant a commis un viol, vous ne le comprenez pas. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, la sexualité des mères de famille. Comment concilier sa vie de famille et son épanouissement de femme. L'histoire de Corinne qui a quitté son mari après 20 ans de mariage pour ouvrir un gîte coquin. Après la séparation avec mon mari, j'ai eu pas mal d'aventures, j'ai fait beaucoup de rencontres. C'était une libération complète. Je voulais avoir un autre partenaire. Donc, et mon mari ne voulait pas me partager. Non, mais ça se comprend, ça, madame. Bah, je sais bien. Mais aussi l'histoire de Sophie qui a trouvé l'équilibre dans son couple en cumulant les aventures. Disons que j'essayais de tourner avec 2 hommes à la fois déjà, pour pas être amoureuse. Vous êtes en train de dire mon amant a sauvé mon couple, en gros. Ah oui, oui, ma oui, famille oui. même. Ah oui, 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 complètement. Enfin l'histoire d'Amélie. Cette mère au foyer travaille comme hôtesse pour un service de téléphone rose. Salut, comment tu t'appelles? Moi c'est Alex, ça va? Que toutes les femmes qui ont envie de tromper leur mari juste pour une histoire de fesses, qu'elles se mettent sur des lignes roses. Écoutez, Janine, le récit de son histoire, Jean-Marc, à entendre cet enfant, et puis surtout le père de cet enfant, personne n'a présenté ses excuses. Ça veut dire qu'est-ce que les gens sont bien responsables de ce que représente le fait d'avoir une arme à la maison? Effectivement, il faut que les gens prennent conscience qu'avoir une arme, déjà de l'acquérir, ou de savoir qu'on l'a à la maison, on prend un risque, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. Le risque, il commence là. Et après, pouvoir s'entraîner avec son fils de cet âge-là, bon, là, ça montre bien qu'il y a un problème de référence et je dirais de maturité de parents. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Et je pense que dans ce domaine-là, il faudrait que dès qu'on a connaissance que des gens ont des armes et qu'ils s'entraînent comme ça de façon complètement irresponsable en dehors de structures adaptées, eh bien, on devrait pouvoir, nous, forces de police ou de gendarmerie, intervenir. Je le dis clairement, je vais peut-être un peu choquer. Vous ne pouvez pas, si vous voyez ce gamin s'entraîner avec son père dans une forêt on peut pas être partout. Non, mais si vous le voyez en tout cas. Ah bien sûr que si. À partir du moment où on voit des gens qui utilisent une arme, on est à même de pouvoir leur demander de quel droit ils se trouvent sur le domaine public ou même privé et de leur saisir et de leur faire une procédure comme celle qui a été intentée aux parents du jeune homme. Ça fait voir les choses autrement, Pierre. Enfin, je sais que vous avez beaucoup réfléchi depuis qu'il vous est arrivé cette histoire. Vous dites que vous auriez pu commettre quelque chose de très grave? Oui, bien sûr, oui. Oui, j'aurais certainement commis quelque chose de très grave. Mais quand j'entends tout à l'heure que les gens n'ont pas conscience, je pense que tout le monde connaît les risques. Enfin, on sait que une arme, c'est dangereux. Mais indépendamment, chaque personne pense maîtriser le risque. C'est là qu'il y a la différence. Vous prenez tous les chasseurs, ils vont vous dire la cartouche elle est là, le fusil il est là. N'empêche que quand vous rentrez, j'ai rien contre les chasseurs, hein, mais quand vous rentrez chez eux, voilà, les armes sont accrochées au mur, pratiquement on va dire à 70% des cas, et les cartouches elles sont juste dessous. Donc la tentation est grande. Vous avez possédé une arme, quelle arme? Une arme de poing. Revolver, pistolet? Revolver. Quand vous entendez Annie et Janie témoigner, ça ajoute à votre peur, j'imagine, rétrospectivement? Ça confirme ce que je pensais. Enfin, moi, c'était un petit peu différent, mais... On va reparler du contexte, mais cette arme est restée combien de temps chez vous? 6 mois. Séparée des balles?
Ah oui, non, mais tout était bien séparé, bien... Et j'avais un coffre chez moi, donc... Vous en serviez pour mettre votre arme dedans? Elle était dedans. Vous aviez des enfants à la maison? Non. Mais j'ai des enfants qui venaient régulièrement à la maison. Ils savaient que vous aviez une arme à la maison, vos enfants? Oui, ils savaient, ils ne l'ont jamais vu. Mais comme je ne cache rien à mes enfants, oui, ils le savaient. Ils avaient quel âge? Il y a 2 ans, donc le premier avait 22 ans, 18 et 14 ans. 14 ans pour le plus jeune, c'est jeune. Venez Pierre nous raconter la suite, venez nous rejoindre pour raconter la suite de votre histoire. On va écouter Janine. Dites-nous d'abord pourquoi vous vous êtes procuré un revolver. Je travaillais dans un établissement de nuit, un très gros établissement dans l'ouest de la France, et un soir, une personne est venue me percuter avec sa voiture. À la sortie de la boîte? Ouais, alors que j'étais à pied. Et donc, je me suis réveillé quelques temps après, enfin, plus de 24 heures après, et j'ai été conscient tout de suite que c'était fini, quoi, que ma carrière était terminée. Votre carrière de quoi exactement? D'agent de sécurité? Je gérais une société de sécurité, j'étais responsable de l'établissement en question, établissement de nuit, et je faisais de la sécurité. En plus de la gestion. Personnalité, voilà. D'accord. Pourquoi? Parce que vos jambes étaient abîmées? Parce que la jambe a été arrachée. Et vous êtes dit à un moment, enfin, on est venu vous proposer une arme, vous l'avez raconté tout à l'heure. Oui. Vous avez accepté cette arme, vous l'avez achetée. Oui. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Le problème, c'est que cette personne, je la rencontrais régulièrement, tous les jours. Celui qui était dans la voiture? Ouais. Donc, on se voyait et ça n'avait pas l'air de l'embêter plus que ça, quoi. Et moi, ma carrière étant finie, l'avenir, pour moi, il n'y en avait plus. Donc, effectivement, à un moment, ça m'a passé dans la tête et je me suis dit, tu rigoles, moi, je rigole plus. Voilà. Mais au moment où vous procurez cette arme, monsieur, vous pensez à vous défendre une nouvelle fois si ce type vous agresse? Non, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire les choses comme elles sont. Je crois que je voulais régler le problème moi-même. Voilà. Vous étiez prêt à vous en servir éventuellement? Dans votre tête, en tout cas? À l'époque, oui. Ça a duré 6 mois comme ça? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit au bout de 6 mois? Le problème, c'est qu'il y a eu une réflexion. Moi, je vivais seul, donc bien souvent confronté à moi-même et à mes réflexions. Et je me suis dit à un moment que vous savez, il vous faut 1 seconde pour commettre l'irréparable. 1 seconde. Et j'ai toujours éduqué mes enfants en leur disant que s'ils devaient hériter un jour de quelque chose de moi, ce serait de mon nom. Donc il fallait qu'ils le portent bien. Et là, c'est moi qui allais faire en sorte que, par un geste qui allait durer 1 seconde, eux allaient en subir les conséquences. Eux et la famille de la personne. Ça vous a pris comme ça? Ou ça a été une longue maturation? Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois de réflexion. Ouais. Et un matin, vous avez pris l'arme et qu'est-ce que vous en avez fait? Je m'en suis débarrassé. Voilà. Jeté ou vendu? Non, pas vendu. Débarrassé. Débarrassé. Elle ne peut plus nuire à personne? Non. Vous dites les armes, c'est la tentation de l'irréversible. J'ai l'impression que c'est cette tentation qu'a connue celui qui a tiré sur votre fils, Janine. Vous, cette tentation, vous l'avez directement vécue dans votre corps, Pierre. Est-ce que vous avez parlé avec vos enfants, Pierre, de cet épisode de votre vie? Oui, parce qu'on a un principe chez nous, c'est qu'on parle de tout. Et effectivement, on en a parlé longuement. Et ils ont bien sûr approuvé cette décision. Ça vous inspire quoi, tout ça, Caroline? Ça me surprend. Ça me surprend parce que moi, mon mari est policier. Donc, il rentre tous les jours avec une arme de service à la maison. Et pour ma part... Qu'est-ce qu'il en fait à la maison? Rien, non, heureusement. Où est-ce qu'il l'arrange? Non, je me doute bien qu'il... Donc, il arrange dans... Déjà, il prend des précautions. C'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, il met le chargeur dans un endroit distinct de l'arme. Déjà, c'est une première chose. Et puis, c'est un policier, donc il est formé pour reporter cette arme. Donc, je pense que ce n'est pas l'arme à feu qui est dangereuse, mais c'est la personne qui la porte qui est dangereuse, a priori. Donc, pour ma part, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai peur de l'arme à feu. Où est-ce qu'elle dort, cette arme à feu?
Elle a plusieurs endroits, honnêtement. Enfin, je vais faire une différence entre avant et maintenant, parce qu'en fait, nous venons d'avoir deux bébés, des petits ça change beaucoup de choses. Donc ça change beaucoup de choses, même s'ils sont encore tout petits maintenant. Je dirais qu'avant, elle dormait un peu n'importe où, cette arme, parfois sur la table de nuit, mais toujours avec les balles d'un côté. Hein. Et vous dormez tranquillement avec une arme sur la table de nuit, vous? Honnêtement, oui. Ouais. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Hein. Excusez-nous, mademoiselle, ça a dû vous faire peur. C'est visiblement une lampe qui a éclaté. Et non pas une arme à feu. Je voudrais rassurer ma famille, comme disait Léon Zitrone. Très honnêtement, oui, je ne peux pas dire que l'arme à feu me faisait peur. Maintenant, je continue à être impressionnée par cette arme à feu. Parce que je pense que ce n'est pas dans notre culture, malgré tout, que d'avoir une arme à feu chez soi. Malgré tout ce que je peux entendre, c'est vrai que je suis assez surprise finalement. Je ne pensais pas que c'était aussi répandu. Mais pour ma part, non, je ne peux pas dire que j'étais inquiète. J'ai des craintes, par contre. Que vos enfants y touchent. Bon, ils ont 2 mois, donc c'est pas pour les 15 jours qui viennent, en tout cas. Mais... Que quelqu'un vienne chez vous. Voilà, mais alors, bon, quand quelqu'un vient chez nous, l'arme à feu est rangée. Elle est cachée. Alors, effectivement, nous n'avons pas de coffre, mais elle est rangée. Donc, normalement, les gens n'ont pas à fouiller dans l'armoire ou dans la commode. Ça dépend avec quelles intentions ils viennent chez vous. S'ils ont été invités ou s'ils viennent par effraction. Oui, alors, voilà, parmi les craintes que j'ai, c'est vrai que parfois je me dis, si jamais on se faisait cambrioler, finalement, est-ce que cette arme... elle partirait pas dans la nature. Voilà, et puis elle pourrait se retourner contre nous. Est-ce que si quelqu'un entrait chez vous, cette arme ne pourrait pas être prise pour être utilisée contre vous? Vous en parlez avec votre mari de ça? Oui, bien sûr. Mon conjoint est d'ailleurs souvent inquiet quant à son arme. Jean-Marc Bailleul, il n'a pas le droit de la laisser au commissariat, ce monsieur, le mari de Caroline? La réglementation est assez ambiguë en la matière, puisqu'on dit que le policier doit laisser son arme lorsqu'il est en congé, on va dire, de longue durée, au-delà de 2 jours, et qu'il peut la ramener effectivement sur son trajet domicile-travail. Maintenant, on ne lui met pas... Donc il doit la laisser au commissariat quand il est en vacances, quoi, autrement dit. Exactement. Quand il est en week-end, il la rapporte chez lui. Il peut la ramener chez lui, c'est prévu dans les textes, donc il peut la laisser aussi au service, mais il peut la ramener chez lui. À charge à lui de la mettre en sécurité, comme il vient d'être dit. Elle dort où, votre arme, à vous? Alors le problème, c'est que justement, on n'a rien qui est mis à notre disposition pour la sécuriser. Alors c'est cher, oui, c'est cher. Nous, on pense que de toute façon, le policier est formé à la maîtrise de lui. Il y a un chiffre, si je peux le citer, qui est éloquent. Sur 3 800 000 interventions en 2005 de policiers sur la voie publique, il y a eu 32 usages de l'arme. Donc je pense que c'est un chiffre... Ça fait 1 pour 1 million, quoi, en gros, voilà. quelque chose près. Donc ça montre bien... Mais je peux aussi vous parler du suicide des policiers ou des... Ah, bien sûr. Alors, le problème de l'accès à l'arme... Des gendarmes qui se sont servis d'une arme pour... c'est arrivé, on en a entendu parler dans cette émission, pour tirer sur sa femme. Enfin, je veux dire, voilà. Mais dans des cas dramatiques, j'ai l'impression que l'arme accélère les choses, que l'arme provoque des choses qui n'auraient pas eu lieu si l'arme n'avait pas été là. L'immédiateté, notamment pour les suicides, est révélatrice. Hein. À partir du moment où vous avez une arme à feu, le passage à l'acte est beaucoup plus facile. Genre. Même une colère, il y a un désir de vengeance. Ouais, je suis en accord avec ce que dit monsieur, mais je pense qu'avant la fonction, il y a l'homme. Et l'homme... Même formé. Vous savez, hein, dans sa vie, tout va bien aujourd'hui et demain, péter un plomb. Qui peut le dire? On pète un plomb, on a un couteau suisse, ça va pas loin. On pète un plomb, on a un revolver. Il y a des suivis, là. Il y a des suivis dans des métiers tels que ceux-là. Il n'y a pas que ceux-là, d'ailleurs. Hein. Il y a ces métiers-là, mais... Pensez à quoi d'autre? Les convoyeurs de fonds. Puis il y a un métier dont on parle peu, mais pour des raisons vraiment très, très, très exceptionnelles. Certains agents de protection ont la possibilité, mais pour des missions vraiment très, très exceptionnelles, d'avoir des armes. Donc ils en ont aussi chez eux. Mais il y a un suivi psychologique, il y a ce suivi en tout cas, ce qui n'existe pas pour les chasseurs, j'y reviens. Je vous posais la question, Jean-Marc, si vous voulez parler en votre nom propre, vous rapportez votre arme à la maison le soir? Alors, maintenant, non, puisque vu mes fonctions, je n'ai plus d'armes et j'en suis fort heureux. Non, je ne préférais pas parce que j'ai des enfants également. Donc moi, je dois reconnaître que j'étais en dehors de la réglementation, à savoir que je laissais mon arme dans mon bureau, au commissariat, ce qui pour moi était beaucoup plus sûr que de la ramener à mon domicile. Mais si mon arme était volée au commissariat, j'étais responsable de mon arme. Donc je ne respectais pas la réglementation qui m'était imposée. Quand vous la rapportiez à la maison, qu'est-ce qu'elle disait, madame? Madame a la particularité d'être officier de police également. D'accord. Donc c'est elle maintenant qui la ramène. Donc la donne change. Donc elle la met en sécurité.
Quand elle est obligée de la ramener, à savoir quand elle finit assez tard, on sépare les munitions d'un côté et l'arme de l'autre. Tous les soirs. Voilà, quand elle le ramène. Voilà. Maintenant, elle a bien compris que la solution, c'est plutôt de le laisser au commissariat qui est sécurisé, surveillé. Ouais. Et je pense que la solution est celle-là, puisque le nombre de policiers qui interviennent sur leur trajet domicile-travail, c'est très exceptionnel. Donc, En fait, c'est ça comment dire, l'esprit du fait que le policier garde son arme entre la fin de son boulot et le retour chez lui. C'est si jamais il voit quelque chose qui se passe dans la rue, il a le devoir d'intervenir. Le texte le prévoit tout à fait. Sur le ressort de son commissariat, pour schématiser, il peut intervenir à partir du moment où il y a un fait qui le justifie. Et dans le cadre dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la légitime défense, qui est un cadre très rigoureux, qui justifie notamment la proportionnalité, ce qui fait que vous vous rendez compte que utiliser l'arme, c'est finalement dans des cas extrêmement rares. Et si vous l'utilisez à mauvais escient, y compris pour vous défendre, comme dans l'exemple qui a été donné tout à l'heure, eh bien à partir du moment où vous ne respectez pas la légitime défense, c'est vous de toute façon qui serait mis en cause et condamné. Alors par exemple, on vient gratter à votre garage pour vous piquer votre autoradio, ça c'est hors de question de se servir d'une arme à feu. Quelqu'un vous braque avec un couteau, normalement vous n'avez pas le droit de lui tirer dessus non plus. Il n'y a pas la proportionnalité. Il faut que ce soit proportionnel à l'attaque. Caroline, ça vous donne pas envie de réfléchir avant que vos enfants soient plus grands ? Bien sûr, on en a déjà parlé quand même. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que déjà le processus est en route. S'il le faisait, c'est qu'il n'avait pas le choix. Ouais. C'était pas un choix. A-t-il le choix aujourd'hui ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a des commissariats ou des services qui sont malheureusement pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre en termes de sécurisation. Et des horaires aussi atypiques qui font que quand on finit à 3 ou 4 heures du matin après une planque, on n'a pas forcément envie de revenir au commissariat, on a envie de rentrer chez soi. Et donc on garde l'arme. Alors maintenant, là aussi pour rassurer, c'est pas tous les policiers qui ramènent leur arme à la maison, hein. C'est quelques dizaines de milliers qui peuvent... Mais si j'ai bien compris, c'est au bon vouloir du commissaire, sauf cas exceptionnel. Non, c'est au bon vouloir du fonctionnaire de police qui a la possibilité de ramener son arme à son domicile. Et donc de la laisser aussi. Et donc de la laisser aussi. Voilà, la règle. Merci Caroline, merci monsieur l'officier de police. Je remercie tous nos invités d'avoir été avec nous et vous restez avec nous pour écouter une autre histoire incroyable. C'est l'histoire, ça pourrait s'appeler La Belle et le Truand. Virginie, c'est mon invitée, a grandi dans les beaux quartiers et elle est tombée éperdument amoureuse d'un homme qui a passé déjà la moitié de sa vie en prison, qui a une quarantaine d'années. Il y est encore aujourd'hui à l'heure où on se parle. Leur histoire d'amour est digne d'un roman. Regardez. C'était le branle-bas de combat ce matin à la prison de Saint-Gilles et la chasse à l'homme est toujours ouverte dans tout le pays. Toute l'Europe connaît bien Kaplan Murat. À 44 ans, cet homme a passé presque la moitié de sa vie en prison. Incarcéré au départ pour des vols, il s'est très vite fait remarquer par son étonnante faculté à prendre la poudre d'escampette. Première évasion en 1983, il quitte sa prison en empruntant les conduits du système de chauffage. 4 ans plus tard, il fausse compagnie aux forces de l'ordre durant une perquisition. Rebelote en 88, il emprunte même une voiture de police pour se faire la belle. En 91, il profite des travaux dans sa prison pour faire le mur. Au total, Kaplan Murat s'est évadé 7 fois, un record qui lui vaut en Belgique le titre de roi de la cavale. J'ai rencontré Kaplan Murat en juillet 2003. C'était lors d'un cocktail et c'était par l'intermédiaire d'un ami commun. Au départ, rien ne destinait Virginie, issue de la bourgeoisie bruxelloise, à rencontrer le multirécidiviste de l'évasion belge. Je savais qui c'était par les journaux, donc j'avais une image négative et puis j'étais un peu curieux, je dois avouer. Donc c'est la curiosité qui m'a plus attirée vers lui qu'autre chose. Et finalement, en parlant avec lui et en prenant mes informations, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais participé à aucun braquage, à aucune tuerie, à aucun viol, que c'était quelqu'un qui avait un cumul de petites pannes pour des faits essentiels de vol de voiture et de lingerie. Donc c'était pas du tout ça. Quand Virginie rencontre Kaplan, il est en liberté conditionnelle, elle tombe sous son charme et lui propose de venir vivre avec elle et sa fille. Pendant 22 mois, Kaplan découvre ce qu'est la vie de famille. Je pense qu'il a surtout senti que chez moi, il y avait une place. Il a eu une place qui était, entre guillemets, neutre et un nouveau départ. Et puis une fusion totale avec la petite. Et je pense que c'est ce qui lui a apporté le plus. C'était la petite. Et puis Kaplan est repris pour vol et retourne en prison. En juillet dernier, il apprend qu'il n'obtiendra pas de liberté conditionnelle, celle qu'il espérait. On lui accorde néanmoins un dernier week-end de permission. Il en profite pour partir en cavale.
Les policiers étaient chez moi avec des torches à 11 h du soir et c'était déjà sa photo partout, quoi. L'idée qu'on lui faisait plus confiance et qu'il allait nouveau être enfermé jusque pendant les 7 mois à venir, lui a fait, entre guillemets, péter un câble, quoi. Il a eu peur, il n'est pas rentré. Donc il a pris ma voiture, il est parti. Au bout de 12 jours, il finit par se rendre à la police. 5 fois par semaine, Virginie retrouve l'homme qu'elle aime au parloir de sa prison. Ils échangent aussi de nombreux courriers, des courriers très attendus par la petite fille de Virginie. Ceci, c'est à toi. Ma petite princesse, juste dire que tu me manques terriblement et que je suis très triste d'être si seule. Encore à toi. Alors on fait des concours. Je dois ouvrir la boîte aux lettres. Tu peux pas avoir plus de lettres pour moi que pour elle. C'est bon, t'en as plus que moi, t'as gagné, c'est ça? Et puis tous les jours, Kaplan peut téléphoner à la maison. Allô? Ça va et toi, Anka? Toi aussi. Toi, très bien? Oui, ça va, ça va. Y a pas rien, dis-moi. Rien de transcendant. Je vais bientôt aller chercher la petite à l'école et je dois aller voir les avocats. On parle de ce qu'on fait. Évidemment, lui, dans son cas, il a moins à dire que moi, mais c'est surtout des choses banales. Des choses banales, ouais. C'est surtout garder le contact, comme s'il était là, mais il n'est pas là. Je vois mon avenir avec lui, oui. Je me vois vivre avec lui, oui. Je crois que c'est l'homme de ma vie, oui. Il faut se battre, quoi. Bonjour Virginie. Vous connaissiez cet homme de nom et de réputation quand vous l'avez rencontré. Vous dites que c'est la curiosité qui vous a porté vers lui. C'est-à-dire que quoi? C'est le côté mauvais garçon qui vous a attiré? Mais je pense que toutes les femmes sont un peu attirées par le côté mauvais garçon d'un homme. Mais donc la réponse est oui. Oui, oui. Oui. Et ce qu'il y a de dramatique dans son cas, c'est que c'est quelqu'un à la base qui a volé que des voitures, qui a volé des trucs de lingerie et qui n'a jamais voulu... C'est pas pareil les voitures et la lingerie. Hein. Non, d'accord. Mais c'est surtout le fait qu'il n'a jamais accepté la détention. Et moi, c'est le point commun que j'ai avec Kaplan, c'est que je comprends ce qu'il ressent. Je trouve normal qu'un être humain qui est en détention n'accepte pas la détention. Donc moi, je peux accepter que quelqu'un veut s'évader. Il s'est toujours évadé. Et il est rentré dans une spirale médiatique qui l'a bouffé, quoi, parce que... Mais qui l'a excité aussi? Peut-être au départ, mais en le connaissant bien, je sais que par exemple dans sa dernière cavale, il n'a pas regardé la presse, il n'est pas... j'ai dû me battre avec lui pour mettre sa photo, comme je le fais aujourd'hui, je montre sa photo. J'ai des gens qui me le reprochent, mais je suis ici essentiellement pour revendiquer sa vraie image, parce qu'il a fait 18 ans, il est à 18 ans et demi maintenant de prison, il a gâché la moitié... Ça pour avoir volé un porte-jartel et un truc à 4 roues, ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup, oui. Mais il s'est à chaque fois évadé? Il s'est à chaque fois évadé. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Voilà. Et c'est surtout, lui, n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Donc, comme de toute façon, sa solution était de s'évader, qu'on pense du mal ou du bien de lui, il s'en fichait complètement. Et maintenant, je suis au stade où moi, je veux rectifier certaines lignes, surtout montrer le vrai homme, quoi. La bourgeoisie bruxelloise, c'est votre milieu. Quel regard porte-t-on sur votre relation d'amour? Je suis issue d'un milieu aisé, oui. Ça n'a pas plu, mais moi, je suis quelqu'un... J'ai un caractère assez fort et je suis assez marginale peut-être d'un côté. Quand j'aime, moi, c'est 100%. Je préfère une histoire qui dure 5 ans, mais qui est formidable, qu'un truc moitié-moitié. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble? Oui, 3 ans et demi. Vous avez eu des moments de liberté? Oui, on a vécu 22 mois ensemble. De cavale? Non, pas du tout. Non, 22 mois ensemble. Au fait, quand moi j'ai rencontré Kaplan, Kaplan était en conditionnel. Donc il avait déjà passé 16 ans ou 17 ans en prison. Et il était en pleine réinsertion, en train de travailler. Donc, pourquoi il est retourné en prison depuis? Connerie, franchement. Kaplan est quelqu'un... c'est un grand enfant. Donc il était accompagné d'un jeune garçon. Un matin, je me lève. Ça se passe comme ça. Un matin, je me lève. Je vois qu'il n'est pas à côté de moi. Je suis assez inquiète. Et puis j'ai reçu des coups de fil à partir de 8h30 du matin. La presse, Kaplan Murat a été abattu. Donc moi, je suis partie dans un trip monstre. En réalité, Kaplan avait été chercher des planches en teck pour un gamin de 25 ans qui n'avait pas une terrasse en teck, pour lui faire plaisir. Donc, il avait volé? Volé, oui. Donc sur un grand parking, il avait mis une cagoule, le gamin à 25 ans avec. Et en redémarrant la camionnette avec 25 planches, une voiture banalisée de police est arrivée sur place. Je pense, parce qu'on était en train de le prouver, que le policier, d'après l'expert en balistique,
a bloqué la voiture, a tiré une balle en pleine tête à Kaplan, à bout portant, 1m10. Donc Kaplan s'est retrouvé avec une balle qui a traversé sa joue, qui a arraché les 4 molaires inférieurs, qui s'est logé le long de ses cervicales. Et je me suis retrouvée face à... Il était dans le coma, et tout pour moi s'est effondré, quoi. Et j'ai essayé de comprendre à partir de ce moment-là. Mais pourquoi il a commis un délit alors qu'il était en conditionnel, qu'il était heureux en amour? Parce qu'il ne pensera pas comme vous et moi, il faut du temps. C'est ça que moi je pense. Je pense que Kaplan a besoin essentiellement d'un suivi psychologique. C'est quelqu'un qui vole depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Il y a des façons. Donc je pense qu'avec le temps, je pense aussi que ce qui lui est arrivé ici est tellement dramatique qu'il n'a qu'une seule issue. Il est en prison actuellement? Il est en prison, oui. Vous savez quand il sort? On ne sait jamais avec Kaplan. Hein. Je pense qu'avec... Non, il n'a pas encore été jugé pour sa non-réinsertion, il n'a pas été jugé pour ses planches, donc maintenant il faut attendre. Ici, il est encore condamné jusqu'en novembre 2009. C'est moche, oui. Et votre famille, quel regard porte-t-elle sur cette histoire? Mais ma famille, le problème de Kaplan, c'est que c'est tellement facile de dire sur lui sans le connaître, mais une fois qu'on l'a approché, c'est quelqu'un de terriblement attachant, donc toute ma famille l'adore, il est attaché. Bon, mais ma famille a un peu du mal à accepter peut-être ma souffrance, ce qui est normal. Et vous-même, comment vous le vivez? Mais difficile, c'est pas évident à assumer. Avec des hauts et des bas? Des hauts et des bas, oui. Vous êtes amoureuse, hein? Oui, c'est sûr que je suis amoureuse, mais je suis quelqu'un que... Je suis large d'esprit, mais j'estime être loyale et j'ai des valeurs. C'est quelqu'un qui ne touche pas aux enfants, qui ne touche pas aux vieillards. Il ne va pas les voler chez les gens. Je ne sais pas vous expliquer. Il faut un peu de tolérance, quoi. Il faut un peu de tolérance et il faut surtout regarder ce qu'il y a là-bas. Il ne faut pas tout mélanger. Vous espérez une vraie histoire d'amour avec lui à l'avenir? Oui, absolument. Vous mariez? Oui. Quoi d'autre? Un bébé aussi. Un bébé parloir? Oh, si on veut, un bébé, oui. Ouais. Ben, un bébé, s'il est en prison, c'est un bébé parloir. Ah, mais vous avez quand même les visites intimes, hein, 2 fois par mois. Il y a quand même ça, c'est la Belgique. Oui, oui. On nous regarde par la RTBF. Oui. Ce bébé, c'est pour quand? Mais là, c'est... Mais c'est un scoop, là. J'ai été faire une échographie ce matin, je suis enceinte de 2 mois. Il le sait? Oui, il est tout fou. C'est sûr que... Moi, il faut être pragmatique. C'est sûr que ce n'est pas dans les meilleures conditions, mais c'était vraiment voulu. Ça faisait 3 ans et demi, enfin 3 ans qu'on essayait. Les conditions ne sont pas terribles, mais on fera en sorte que... Bonne chance, Virginie, merci. Et à la prochaine fois, bonsoir. Merci.